Bonjour Emma, Salut Adrien. bienvenue dans Kiffe ta diff. Bah merci, je suis super heureuse d'être là. Ah bah moi aussi, franchement, je suis très content que ça se passe. Alors Kiffe ta diff, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est un podcast où on laisse la place aux minorités. On veut créer justement un espace d'échange. Et bah quoi de mieux que d'inviter des gens qui vivent cette différence au quotidien. Et donc on est là pour apprendre à te connaître un peu, pour voir voilà, comment toi tu vis la différence. Avec plaisir, ouais. Bah du coup, on va commencer peut-être par te présenter. Donc, Ok. bah voilà, Emma, tu viens du Mans, c'est ça? Ouais, De c'est base. ça. J'ai grandi dans les Pays de la Loire, donc c'est pas tout près, c'est pas du tout à Strasbourg. Ouais. J'ai grandi là-bas. Après, j'ai commencé mes études aussi dans la même région. Mhm. Et après, je suis partie en Erasmus. Et là, je me suis dit, ok, quand je reviendrai en France, j'ai envie de changer de région. Ok. Et j'avais déjà une certaine appétence pour tout ce qui est la question des frontières franco-allemandes aussi. Donc je me suis dit, bah, Strasbourg, parfait. Mhm. Et donc maintenant, je suis étudiante à Strasbourg. Trop bien, ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es arrivée ici? Là, je commence ma 3e année. Ah oui, quand même. Ouais, Donc ouais, tu ouais. connais déjà bien Strasbourg. Ouais, je commence à m'installer, ouais. Ça marche. Effectivement, ouais, Ouais. c'est sympa. Et donc tu es là avec nous aujourd'hui à Radio Arc-en-Ciel Mhm. pour parler queerness. Tout à fait. Ouais. Bah écoute, Et- ouais, je t'ai envoyé un message. En fait, j'avais vu ton post LinkedIn, super intéressée. Et je me suis dit, bah en fait, j'aimerais bien en parler, je Ouais. pense. Ouais. Et voilà, un peu donner de la visibilité, voir ce Mhm. qui se fait à Strasbourg. Donc ouais, c'était Ça l'occasion. Bah trop bien, grand Mhm. plaisir de t'avoir avec moi. Merci. Et alors du coup, comment est-ce que tu as découvert cette queerness? Est-ce que c'est en arrivant à Strasbourg ou c'était déjà au Mans? Comment ça s'est passé? Alors, moi, il faut savoir que j'ai grandi dans un contexte qui était assez neutre face à Mhm. la queerness. Au niveau familial, tu veux dire? Niveau familial, c'est-à-dire Ouais. qu'on n'en parlait pas forcément, il n'y avait pas d'animosité spécialement, hein, mais Mhm. c'est juste qu'on n'en parlait pas vraiment. J'avais quelques membres de ma famille qui étaient plus ou moins, qui faisaient plus ou moins partie de la communauté, mais on n'en parlait pas. Et après, je suis arrivée dans un collège catholique. Ok. Donc, c'est souvent un peu difficile de s'exprimer Mhm. là. Et en fait, voilà, je commençais à avoir un petit peu des crushs, mais sur mes copines. Donc, je me Ouais. suis dit, je Ah, sais c'est pas hétéronormé, dis c'est donc. pas très hétéronormé, Mhm. qu'est-ce qui se passe et surtout, en fait, j'avais pas de représentation. Donc, il se passait quelque chose en moi, je comprenais pas vraiment. Bah justement, mes fameuses copines, bon, j'avais pas des crushs sur tout le monde, mais j'avais surtout un crush sur une fille qui a duré quand même de la 5e à la 3e. Ouais. Donc c'est un peu long, Oui. tu te Surtout dis. au collège, Surtout c'est long. au collège. Et en fait, j'avais un peu des stratégies d'évitement, c'est-à-dire que déjà, je parlais absolument pas de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Déjà, j'avais du mal à le conscientiser, on va Mhm. dire, enfin même beaucoup, je pense, d'homophobie intériorisée. Mm. Et donc, voilà, j'en parlais pas. Je m'inventais des crushs masculins. Ouais. C'était à la fois de l'auto-persuasion et du masking, entre Mhm. guillemets, non, mais je suis totalement normale, entre gros Ouais. guillemets, forcément. Et, Bah, c'est parce que je pense que surtout à cet âge-là, la différence fait Ouais. peur, on est vite c'est stigmatisé. ça. Et Mais du en fait, coup, ça a tout qui vient en même temps. C'est le début de l'adolescence, la recherche d'identité. Et en même temps, je réfléchissais récemment. Mais moi, je suis rentrée au collège en 2013. 2013, c'était la marche. Ah Non, oui, c'était pas la marche, c'était la manif pour tous, ouais, manif pardon. pour tous, ouais. Au moment de la loi Taubira. Mm, mm. Et donc, en fait, les premières représentations que j'avais, notamment via les médias, la télé, c'était des personnes qui marchent contre la communauté, contre les personnes queer. Et donc, en fait, quand tu essayes de construire une identité à partir de refus de ce que tu es, en c'est fait. ça, en Ouais, fait, ouais. c'est Parce que, dur. je veux dire, Ouais. le contexte médiatique est déjà contre ce que toi Ouais, tu c'est es, ça. littéralement. Ouais. Et en plus, tu grandis Exactement. dans un contexte scolaire C'est qui est ça. aussi contre C'est ça. l'homosexualité. Et en plus, mes chers camarades, il y en avait une partie qui allait à ces marches. Ouais, d'accord. Donc en fait, on se racontait nos week-ends et elle, c'était bah ouais, j'ai scandé un papa, une maman, c'est ça les vrais parents. Et moi, je me dis d'accord, Ouais. alors je suis hyper mal à l'aise. Ouais, bah oui. Et en fait,
Voilà, la 5e passe. En 4e, on est censé, 4e ou 3e, hein, on est censé, quand on est au collège, avoir des cours d'éducation relationnelle, sexuelle, voilà. Ouais. Et alors normalement, enfin j'ai envie de dire dans des contextes publics, souvent c'est des associations ou par exemple le planning familial Mmh. qui viennent intervenir dans mon collège. Et en fait, c'était des gens alors sortis de je ne sais où, je pense Mmh. qu'elles se sont présentées, c'était 2 femmes. Et en fait, leur truc, c'était, de rester, enfin, nous expliquer qu'il fallait rester dans le placard, en gros. Ouais. On nous expliquait que, en fait, si on avait un peu des sentiments, des attraits pour, des camarades de même sexe, Mmh. en fait, c'est qu'on était très amis Ouais. et que en fait, c'est parce qu'on était un peu perdus, on était, voilà, des adolescents en recherche et que Ouais. c'était rien de sérieux et qu'il fallait pas continuer sur cette piste parce que de toute façon, on était trop jeunes pour les relations en général, en fait, aussi, ils Mmh. nous disaient ça. C'était pas une histoire de, voilà, vous êtes au collège, vous êtes en train de découvrir, d'expérimenter. C'était, c'est pas pour tout de suite, hein, Ouais. mais pour plus tard, Mmh. quand vous allez chercher des partenaires plutôt toujours dans un but de mariage, d'hétérosexualité aussi. Voilà un peu la marche à suivre. Et ensuite, on nous a séparés en 2 groupes. Mmh. Non mixtes, du coup, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Alors, côté garçon, je sais pas ce qui s'est dit, mais je pense que c'était un peu similaire. Et là, on nous montre un schéma de, à la fois, un pénis et un vagin, et on nous dit: «Vous voyez, c'est naturellement super bien pour aller ensemble». Donc voilà, là, ça a Ouais. parfait l'homophobie à fond, quoi. Donc je suis ressortie de là, je me suis dit: je retourne sur sur ma fameuse crush». Donc je me suis dit: «En fait, voilà, c'est juste qu'on est bien amis». Ouais. Donc 1 an de plus de déni. Et en 3e, je commence quand même à me poser des questions. Là, ma réflexion a un peu continué quand même. Et je me nourrissais beaucoup de YouTube Ouais. à l'époque. OK. Beaucoup de Moi, je chaînes. pense, toute la Gen Z l'a fait, hein. Ah Enfin, je ouais, veux dire, ouais, vraiment. Mais on a ça, grandi avec ça aide. Il YouTube. y a certains Mmh mh. écueils, mais en même temps, ça aide beaucoup à avoir de la Mmh. représentation. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de mobilité, quoi. On peut Ouais. pas, on va pas partir de chez ses parents comme ça pour aller découvrir le monde. Donc, ce dont on a accès, c'est son environnement direct ou ce qu'il y a sur Internet, Ouais, globalement. clairement. Donc, voilà, moi, je regardais un petit peu des chaînes, pas trop anglo-saxonnes, mais il y a quand même plus de contenu sur les chaînes anglo-saxonnes. Et je regardais un peu différentes choses sur des personnes qui parlaient de notamment bisexualité. Mmh. Avant, à ce moment-là, c'était ça, tu Mmh. vois. Mmh. Le concept d'homosexualité, de lesbianisme, c'était absolument très très loin. Ouais. Moi, je me disais: «Ah, peut-être que c'est ça». Mmh. Et je faisais un peu des allers-retours entre oui, non. Et mais j'avais de toute façon pas du tout envie de relationner avec les mecs de Oui. mon environnement. Et Ouais. je voyais mes amis qui avaient leur petit crush, leur petit truc, et en fait, moi, ça me parlait pas. Mmh. Donc j'arrive au lycée, lycée public. Là, déjà, D'accord. il y avait une première step de j'ai envie de respirer, Ouais. je vais prendre un peu le large et aller dans un Sentiment de environnement plus libération, ouvert. quoi, Ouais. quand tu arrives au lycée Ouais, c'est public. ça. Mais là où j'ai grandi au Mans, il y avait 2 gros lycées publics Mmh. qui étaient vraiment assez proches. Et tu avais en Bellevue? gros le truc. Ah, bah oui, du coup, voilà. Ouais. Moi, j'avais le lycée un peu plus, voilà, un peu plus fermé. Mmh. Tu sais, filière scientifique, Mmh. pour le coup hétéronormé. Et comme tu dis, Bellevue, qui est plus dans l'ouverture, Mmh. ou au contraire, en fait, on était encouragés, enfin, en tout cas, les élèves qui m'ont raconté, on est encouragés à s'exprimer. Et en tout cas, il y a un peu plus une safe space, on va Ouais. dire. Et il y a aussi des couples queer qui existent au lycée. Ouais. Et j'ai une relation avec une fille qui était justement, enfin, c'était pas à ce moment-là, c'était plus tard, Ouais. mais qui était dans ce lycée. D'accord, ouais. C'est un peu les 2 teams, hein. Ouais, C'était ouais, le OK. côté, voilà, le placard, et de l'autre côté, Il y a était ouvert. Montesquieu et Bellevue, c'est Montesquieu et vraiment, Bellevue, ouais. c'est Ouais, ça? j'ai fait mes études au Mans en Ah bah, licence, OK! donc c'est pour ça que je connais Ouais, un tu peu. connais. OK, Voilà. OK, trop drôle. Bah, du coup, voilà. Et Montesquieu, ouais, bon, en fait, personne n'était out, Mmh. donc voilà. Moi, je continue mon petit chemin.
Et arrivé en première... Ah non, quand même, il y a un truc à raconter. C'est que dans mon parcours religieux, voilà, parce que j'ai grandi avec une mère chrétienne, pas hyper pratiquante, mais chrétienne, et un père athée. Et en fait, voilà, j'ai eu une éducation catholique donc toute ma vie. Et j'ai un peu franchi les étapes, voilà. Oui. Et il arrive... Donc, baptême, première communion, ouais, c'est ça. union solennelle, tout ça. Et exactement. Et arrivé à la fin du collège, on nous préparait à la confirmation. C'est un peu le gros truc. Ok, oui. Et pour le coup, ma mère me disait, mais t'es pas obligée de la faire maintenant. Et en fait, toujours ce moule social de je suis dans cet environnement, il faut que je la fasse. Et en fait, en me détachant, en arrivant dans un collège public qui était dans un lycée public, ouais. Oui, dans un lycée public qui était plutôt ouvert, mais surtout en fait qui était un autre environnement. Donc l'importance de changer d'environnement. J'étais toujours dans la préparation, mais j'avais l'impression de m'auto-persuader que j'étais sur le bon chemin. Ouais. Alors qu'au fond, je sentais qu'il y avait un truc qui était en train un peu de se fissurer, qui n'était pas vraiment moi. C'est comme si tu avais ton moi intérieur dans une cage, en gros. Exactement, et qui t'appelle. Non, mais arrête là, c'est le moment d'arrêter, voilà. Ouais. Et donc, j'ai fait cette fameuse confirmation, mais enfin, le contexte allait pas trop en fait, toutes les journées autour, voilà, c'était pas fou, donc niveau émotionnel, j'étais déjà un peu à plat, quoi. Et en fait, je fais cette fameuse confirmation, et ça veut rien dire pour moi, et au contraire, je me dis c'est la fin, quoi. Et du coup, c'était un peu le moment de friction. Ouais. Et où j'ai un peu abandonné cette partie. Donc mon lycée, ça a été voilà, on laisse ça de côté, et c'est quand même une grosse partie de soi quand on a une spiritualité tout au long de sa vie et qu'on la quitte, entre guillemets. Ouais. Et alors, je précise qu'il y a des personnes qui sont religieuses et queer, ça, c'était totalement compatible. D'ailleurs, à Strasbourg, il y a l'église Saint-Guillaume, qui est hyper... qui est hyper ouverte. C'est la seule église d'ailleurs où il y a vraiment un drapeau queer dessus. C'est ça, en arrivant à Strasbourg, je me promenais sur les quais, je me disais mais c'est incroyable. Ouais. Et une église avec un super drapeau queer devant, c'est trop cool. Mais pour moi, ça faisait partie de l'étape, quoi. Ouais. Et après, arrivé à la fin du lycée, je me disais j'ai quand même envie d'une relation, mais toujours, toujours plutôt dans le placard. Je suis allée vers un mec, en fait on a eu une relation, et c'était absolument pas satisfaisant pour moi. Ouais. Et au contraire, j'avais l'impression de un peu de t'obliger, quoi, de m'obliger, limite dans ma réflexion c'était un peu j'ouvre la porte du placard, là c'était je la claque, voilà. Et en fait ça a été aussi un peu un tremplin entre guillemets pour moi, enfin un tremplin, je sais pas si on peut dire ça, mais où je me suis dit non, une ouverture d'esprit, ça va pas, c'est juste pas ça. Ça t'a ouvert l'esprit, quoi. Ça m'a ouvert, en fait, je me suis dit non mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de tester une relation, mais c'était en fait la confirmation de j'ai pas envie de me forcer. Ouais, ça me convient pas, c'est pas mon truc, c'est pas moi. Et je comprends, je suis aussi passé par là. Donc, voilà. Le placard, c'est vraiment. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est, le placard dont on parle depuis le début, c'est vraiment le fait de se dire je peux sortir du placard, donc je m'assume, je fais mon coming out. C'est ça, littéralement. Voilà. Donc, enfin, tout ça pour moi, c'est un processus de coming in. C'est un concept qui a été inventé par une autrice française qui s'appelle Élodie, j'ai plus son nom exactement. Alors, je me permets. Oui. J'ai fait des recherches. Ah, d'accord. Et en fait, ça a été inventé déjà avant. Elle l'a repris dans un documentaire Arte. Ouais, donc, en gros, ouais. Ça, le coming in, c'est un concept qui a été inventé, développé en tout cas par une chercheuse anthropologue en 2014, et elle l'avait appelé l'autonomination. Et en 2015, c'est la petite minute culture de Kif Tadif. C'est un chercheur sexologue en 2015 qui a ensuite utilisé le coming in comme expression pour justement dire que voilà, c'est une prise de conscience, une réalisation du fait qu'on est homosexuel et que du coup on est différent. Et en fait, c'est Élodie Font qui a repris ce concept-là en 2017 et qui en a fait un documentaire sur Arte. Puis ensuite une BD, enfin un roman graphique. Ok, merci pour la précision.
Et bon, bah, ouais, tout ce processus, c'est quand même important. Enfin, on parle du coming out comme si c'était évident de ah, bah, c'est bon, j'ai trouvé, du coup, je le dis à tout le monde. Et un truc assez caricatural aussi de Mm. on a un repas de famille et on le balance à tout le monde. Moi, c'est pas du tout été ça, quoi. Ouais. C'est, tu commences à te dire ok, il y a quelque chose qui se passe en moi, Mhm. à l'accepter, et ensuite, tu vas voir les autres Ouais. au fur et à mesure. Je plus sois totalement. Ah, vraiment, c'est aussi vraiment. ce qui s'est passé. Et mon premier coming out, c'était bonjour, je suis bi, quoi. Mhm. Et enfin, je pense que c'est plus facile. Ouais. De l'assumer comme ça. Ouais, comme ça. On De a un pas truc un renier petit cette peu part quand même par étape. hétéronormée. Et encore, je redis, précision, mais les personnes bisexuelles existent. Ah, clairement. Clairement. Vraiment, c'est important de le rappeler. Mais voilà, dans mon cas, c'est plutôt, entre guillemets, une excuse. Ouais. Et en fait, une excuse, mais aussi ce que je ressentais à ce moment-là. C'est que je me disais, bon, il y a les deux qui coexistent, mais c'est que je voyais pas vraiment en moi ce qui était de l'ordre de vraiment un romantisme réel et un truc, une projection. Oui, mais de toute façon, c'est des constructions sociales, hein, clairement. Exactement. Ouais. Et ensuite, donc voilà, j'ai commencé mes études. Là, j'ai quand même réussi à me dire, bon, bah, on va passer un pas. Donc là, j'ai une relation avec une fille. C'était un peu bancal, mais au moins ça existait. Et t'étais encore à Angers à ce moment-là, t'étais pas encore à Strasbourg. Ouais, okay. Exactement. Ouais, c'est ça. Pour situer géographiquement même. Voilà, j'étais toujours à l'ouest. et ouais, du coup, bon, ça a été, mais après... Mais quand ça s'est fini, je me suis dit, non, mais ça, c'est pas super bien fini. Et du coup, j'étais en mode repli. C'est bon, je vais me chercher un homme. Enfin, comme si ça allait... changer les choses, améliorer les choses. Bah, bien sûr. Et en fait, le temps passe, et j'ai fait un Erasmus au Portugal. Et là, toujours l'importance de changer d'environnement. Et en fait, je vois des couples queer, dont un couple de filles, qui est juste hyper accepté, hyper... oui, c'est banal, quoi. C'est banal, quoi. Et ça commence à faire un peu son chemin dans ma tête. Ouais. Et ça, c'était quand à peu près, pour peut-être resituer C'était un peu après le Covid, c'était vers 2022. 2022. Okay. Ouais. Et donc, aussi, en parallèle, je regardais justement les hommes qui étaient autour de moi. Ouais. Et en arrivant, je me dis, bon, bah, Erasmus, je suis censée quand même voir du monde et peut-être avoir pas le moment de des expériences. À fréquenter ou bah, en fait, du coup, je retourne dans ce truc de... je m'invente un peu des crushs, mais en me disant, ah oui, tel Italien, il est pas mal et tout, mais c'est toujours un truc fantasmé, quoi. Ouais. Et en fait, je me pose 2 secondes, je me dis, mais waouh, je suis vachement en train de me bullshit, quoi. Ouais. Mais vraiment, j'étais... vraiment, t'avais l'impression que je me suis assise avec moi-même, je me suis dit, mais... Bah, en fait, genre, tout le monde s'en fout, là. Genre, il y a personne qui est en train de me juger. Pourquoi je m'invente des trucs? C'est ça, tu te construis presque une personnalité et tout, alors qu'il n'y en a pas besoin. Et du coup, j'avais ce modèle en parallèle de, notamment, le couple lesbien dont je te parlais, qui était totalement accepté. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, moi, je faisais partie d'une chorale. C'est quand même assez important pour moi. Enfin, je fais beaucoup de musique et j'aime bien chanter depuis très longtemps. Ouais. Et surtout, la chorale, il y a un effet de groupe et d'expression de soi qui est assez important. Et donc, les 2 filles faisaient partie de cette chorale, justement. Et en fait, à un moment donné, on discute avec... Enfin, elles n'étaient pas là, mais on a une petite discussion de groupe. Et on était en anglais, enfin, on parlait en anglais. Et on me demandait ah, mais toi, je croyais que t'étais bi. Et moi, je dis non, j'aime les filles. Ça sort tout seul. Ouais. Et je me dis, mais mon Dieu, ça vient d'où ce truc? Je me suis jamais... C'est un peu la première fois que tu oses le dire en public. C'est ça, parce qu'en fait, mais même moi, je l'avais pas verbalisé. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de sortir de ma zone de confort. Voilà. Limite, le fameux placard, j'ai envie de retourner dedans et de m'asseoir en PLS. Parce que c'était ta zone de confort, en fait, à l'époque. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, il y a un truc qui arrive. Mais je trouve que la langue dans laquelle on s'exprime, c'est aussi important. Parce que on grandit... la symbolique de la langue est très forte. Ouais. Et quand on grandit avec, par exemple, de l'homophobie
dans mon cas, qui est dans un environnement français, aller dans un autre pays, parler en anglais, c'est une autre forme T'as pas les mêmes constructions au niveau linguistique. Et il y a aussi un peu une forme de distance par rapport à soi, ou en tout cas l'ancien soi, entre guillemets. Et donc, ça a été aussi une langue de libération. Ouais, ça te permet de te détacher de ce carcan un peu. Exactement. Et même pour parler de mes émotions, voilà, c'était une période assez fructueuse, on va dire. Et donc, je reviens en France et là, je suis toujours un peu en tâtonnement, toujours un peu, ouais, je suis bi, non, je suis queer, non, je me définis pas toujours. Enfin, là, ça devient un peu plus fluide et je commence à me détacher, de me dire, non, mais je suis bi, mais avec plutôt un penchant pour les femmes. Et en fait, arrive un été avant que je commence mon master, où j'ai quand même beaucoup de temps pour moi et je commence un processus enfin, c'est un peu pour moi pas l'ultime étape, mais une étape très importante dans un peu une forme de finalité de mon coming in, même si je pense qu'il n'est jamais fini en fait. Et de toute façon, l'identité est toujours en mouvement. Exactement, toujours fluide. Et en fait, je me pose justement le livre d'Élodie Font. Ah non, pas coming in, c'est pas coming in que j'ai parlé, c'était dans l'intimité des lesbiennes, ça s'appelle À nos désirs dans l'intimité des lesbiennes. Et en fait, j'étais hyper surprise par ce livre, donc je l'ai commandé quand je l'ai vu passer. Et donc c'est aussi d'Élodie Font ? Ouais, Élodie Font. Et en fait, elle a fait une grande enquête. Il y a des centaines de personnes qui ont répondu. Et donc, voilà, c'est un essai, en fait, où elle raconte le vécu, un peu chronologiquement, quoi. Elle part de l'adolescence en tant que personne queer, enfin surtout lesbienne, l'âge adulte. Elle passe par aussi des questions de genre, de maternité éventuelle. Qu'est-ce que c'est de faire famille, exactement, de faire famille quand on est queer, quand on est un couple de femmes, comment on fait. Et elle parle aussi de après un âge plus avancé. Voilà, donc c'est un peu toute la vie. Et je lisais et je me disais, franchement, je me reconnais énormément là. Ça m'a fait quelque chose. Et c'était rare que je sois émue face au discours, aux mots des personnes qui me ressemblent. C'est toujours un peu distant. Et là, il y a eu un truc aussi, c'est du papier, c'est un livre. Et je suis vraiment en connexion avec les mots d'Élodie Font à ce moment-là. Et en fait, là, je me dis, en fait, voilà, c'est moi. C'est moi. Et du coup, je m'auto-dis, cette fois, je me dis, on va se dire ça en français quand même, parce que c'est ce qui résonne. Et en fait, si c'est toujours lointain, ça n'a pas trop de sens. Et du coup, je me suis dit, ok, je crois que je suis lesbienne. Et dans ma tête, je me dis, mais waouh, mais c'est le chamboulement total. Vraiment. Big bang intérieur. Là. Et en même temps, je me dis, waouh, j'ai tenu toutes ces années vraiment pour arriver jusque-là. Bravo, quoi. Et en fait, aussi, la ville de Strasbourg en soi, c'était je pense, un bon environnement. Parce que, justement, comme tu disais, par exemple, Saint-Guillaume, t'as le drapeau. C'est vrai que le concept que l'église soit associée à la communauté LGBTI, je me disais, incroyable. Il y a même des événements de drague, quoi. C'est ça, et des événements, par exemple, à The People Hostel. Oui, je suis déjà allée. The People, comme disent les Allemands. The People. Et t'as par exemple la House of Marley, de Noxima Marley, qui fait des événements là-bas, mais t'as d'autres houses. C'est la drague iconique de Strasbourg. Ouais, c'est vraiment la drague, celle qui a fondé... On dit que c'est la mère de la house, enfin de la maison. En gros, c'est celle qui fonde. Et après, t'as toutes les autres drags qui viennent. Mais t'as aussi d'autres houses à Strasbourg. Après, je m'y connais pas trop. Mais t'as aussi des événements plutôt nationaux qui sont hostés, je sais plus comment on dit, qui sont reçus à Strasbourg. Par exemple, il y avait le Drag Race Tour. Oui, au Zénith. Qui quand même est Drag Race et une émission sur... une émission publique, quoi. Sur le service public. Sur le service public. Donc, et puis du coup, justement, c'est The People fait aussi des viewing parties. Donc, exactement. Chaque semaine, on peut aller voir l'épisode en live avec pas mal de gens de la communauté queer
les alliés. Ouais, du coup, t'as ça, t'as à la fois des viewing parties et t'as des drag shows en live, donc c'est top. Ça. Et des fois, il y a aussi des événements annexes. Moi, j'avais participé, bon, pour le coup, c'était un tournage, mais un genre de reine du shopping version seconde main qui était organisé par Nexima Marley et d'autres. C'était super sympa. Ouais, c'était cool. Mais ouais, enfin, The People ou d'autres endroits, par exemple, t'as Canapé Queer. Ouais, oui. Ouais, c'est le lieu iconique de Strasbourg. Voilà, qui se trouve rue des Couples. Je trouve ça assez iconique quand même. Voilà. C'est sympa. T'as plein d'endroits et Donc du coup, tu t'es vraiment senti plus chez toi en arrivant à Strasbourg. Ouais, c'est ça. C'est la ville qui t'a permis de t'ouvrir. Oui, à force de découvrir, je me rends compte qu'en fait, ça fait un peu une maille. T'as à la fois des lieux, t'as des assos. Des lieux, t'as des lieux qui sont ouvertement queer, par exemple Canapé Queer du coup, mais t'as aussi par exemple les savons d'Hélène, il y a différents cafés, t'as la Bouture par exemple auquel je pense, mais il y a d'autres cafés où moi je suis plutôt café, voilà, c'est pour ça que je t'en parle. Je comprends. Et au niveau des assos, par exemple t'as une asso qui remonte, je sais plus quand, mais t'as la station LGBTI, rue des Écrivains qui est là depuis... je ne sais pas combien de temps. Ça fait au moins 10 ans, je pense, mais voilà. Et qui font donc un travail de sensibilisation, même d'aide juridique. Donc c'est quand même important aussi de le souligner. Si jamais, ça peut aussi être utile. C'est génial, voilà, et puis c'est de l'accueil de personnes queer qui veulent s'informer sur le sujet. Ouais, ils sont hyper bien organisés. Oui. Du coup, là, je commence à venir. J'y suis allée une fois. Et on a eu une petite présentation super sympa. Enfin, il y a plein de pôles, donc qu'on veuille venir ou qu'on veuille être bénévole, c'est possible. Voilà. Et il y a même une médiathèque, faut savoir. Médiathèque queer et tout, ouais, exactement, parce qu'en fait, oui, c'est ça. Parce que, il y a deux choses, c'est que à la fois les ouvrages sont pas forcément visibles dans les médiathèques classiques. Et après, si on veut les acheter... Peut-être ils sont visibles genre le mois de juin. Ouais, ça c'est un autre sujet. Le mois de la Pride, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu le pinkwashing de... En fait, on est hyper ouvert, mais une fois le mois de juin fini, c'est terminé, quoi. C'est une asso vraiment géniale. Il y a aussi une asso dans laquelle j'ai adhéré qui s'appelle Juin 69. Oui, qui ont d'ailleurs un podcast qu'on salue. Qui ont un podcast, queer, c'est super sympa aussi. Et alors pour le contexte, Juin 69, c'est les émeutes de Stonewall. En juin 1969, le 28. Et donc en fait, les personnes queer se retrouvaient à ce moment-là dans des lieux de rencontre qui étaient un peu plus cachés, en fait, parce que l'homosexualité était illégale aux États-Unis, mais partout en fait, à ce moment-là. Et en fait, la police a fait plusieurs descentes et le 28 juin, c'était un peu le maximum. Marquant. Exactement. Et en fait, à partir de là, ça a été hyper important. Et vraiment, la revendication queer est arrivée à ce moment-là. En fait, on existe, on a des droits. Et donc, c'est pour ça que Juin 69 a choisi ce symbole, cette date, ce mois symbolique. Exactement, Mais du coup, je trouve ça génial qu'il y ait plusieurs assos à Strasbourg. J'ai découvert aussi la Nouvelle Lune. Ça, c'est une asso vraiment lesbienne. Je pense qu'il y en a d'autres que je connais pas. Il y a même un club de foot lesbien. Vraiment, il y a plein de trucs. On parlait de chorale, il y a Pelicanto, qui est vraiment les chorales queer. Voilà, il y a un environnement. Donc propice, tu sens vraiment que tu t'épanouis. Je me sens bien, franchement. Et t'es encore en découverte. Mais il y a plein d'endroits, c'est super sympa. Parce qu'après, je me disais, alors Strasbourg, j'ai pas tant entendu parler de queerness en arrivant, mais en fait, quand tu pousses les portes, tu te rends compte de... Voilà, et en fait, les gens sont hyper ouverts, quoi. Puis donc, c'est l'enclave de gauche de l'Alsace. C'est ça. Et c'est vrai que, mais même moi, en arrivant, je me suis dit, ah waouh, j'avais rarement vu autant de queerness dans les rues, quoi. Et je m'imaginais même pas qu'en France, à part à Paris, ou peut-être, il y a certains quartiers dans des grandes villes, mais que ce soit vraiment aussi omniprésent qu'à Strasbourg, ça m'a aussi étonné. Parce que tu vois, Paris, le Marais, boum, ça fait partie aussi du truc. Mais
pour moi, c'est important aussi d'être dans une grande ville pour cette question de justement de représentation, d'assaut. Même il y a des assauts de soutien, ça c'est top. Il y a le refuge Grand Est qui est vraiment qui est là pour ça. C'est pour aider vraiment les jeunes en situation de difficulté qui sont parfois mis à la porte parce que les familles ne les acceptent pas. L'asso est là pour en tout cas les aider et les réinsérer, les aider à poursuivre leurs études aussi notamment. Et c'est vrai que c'est aussi des dispositifs qu'on doit mettre en lumière. C'est clair. Donc voilà. Oui, faut que ce soit connu quoi. Et donc trop bien que toi tu sois vraiment épanoui ici. Et c'est cool que tu continues à explorer justement. Exactement, je suis en bon chemin on va dire. Trop chouette. C'est cool. Et si tu avais peut-être, parce que mine de rien, on s'approche quand même de la fin de l'épisode, mais si tu avais peut-être, je sais pas, une reco, allez, on va dire musicale et cinéma, voire deux, qui ont marqué en gros ton coming in, ce serait quoi ? Oui. Bah, par exemple, t'as une chanson que j'adore, c'est J'aime les filles qui parlent fort, de Sainte-Nicole. Les paroles sont hyper empouvoirantes, comme on dit. C'est un anglicisme, mais voilà. Et je connaissais pas du tout. Hein. C'est top. C'est une artiste française. Ouais. Et alors, aux États-Unis, complètement autre ambiance, mais t'as Todrick Hall. Ah oui, je connais. Iconique. Qui a collaboré avec RuPaul. Donc mais RuPaul, vraiment, il est à fond. Monsieur Drag Race, des États-Unis. Et du coup, Todrick Hall a collaboré avec lui en tant que chorégraphe et tout. C'est un gros artiste. Et donc, il fait plein de chansons très queer, très positives. Tu mets ces chansons, après, t'es refait pour la journée. Mais tous les matins, quand je viens à la radio, j'ai Todrick Hall dans les oreilles. Quand je vais au sport, c'est Todrick Hall. En soirée, c'est Todrick Hall. Je comprends totalement. Et après, t'as le fameux film Carole. Voilà. Ça se finit. Je vais pas spoiler, mais quand même. En demi-teinte. C'est une représentation des années 50 quand même avec Cate Blanchett. Ok. C'est super. D'accord. Ok. Trop bien. Merci pour ces petites recos culturelles qui permettent de clôturer cet épisode. Je suis très très content de t'avoir eu et content que ça se soit fait. Merci d'être pétillante comme ça. Plaisir. Et merci d'avoir surtout bien voulu partager ton vécu. Bah écoute, c'est pas toujours facile de se livrer à la caméra comme ça, donc je suis content que tu aies eu le courage de le faire. C'est top. Trop bien. Merci beaucoup. Allez, merci à toi Adrien. Et puis moi je vais continuer à préparer les prochains épisodes de Kif Tadif. Yes. Trop bien. Au revoir. Au revoir.